Qui dit fin d'année dit fête de fin d'année, qui dit fête de fin d'année dit forcément Boxing Day en Angleterre, puisque c'est une fête, là aussi c'est traditionnel en Première Ligue d'avoir cet événement footballistique qui dure sur plusieurs semaines pendant cette période entre la fin d'année et le début d'année suivante. Cet épisode de temps additionnel va porter sur une affiche de Boxing Day comme les 3 autres podcasts que nous allons sortir en même temps que cet épisode. Et cet épisode un peu particulier puisque on ne va pas parler de grosses cylindrées, mais on va parler d'une affiche assez intéressante entre West Ham et Brighton. Et pour en parler, j'ai notre monsieur Première Ligue qui est résident chez nous, qui a une carte premium. C'est Geoffrey, salut à toi. Salut à toi, et t'as vu, je la rentabilise bien. Ouais, non, mais en plus, maintenant, je suis obligé de changer mes intros à cause de toi. Donc, bon, la carte premium, je vais la valider. Je vais te la tamponner. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est notre cadeau de Noël, Geoffrey. J'ai aussi l'honneur d'accueillir Andy, CM de West Ham France sur Twitter. Salut à toi, Andy, et bienvenue. Salut, merci pour l'invitation. Eh ben c'est normal. Alors du coup, comme je l'ai dit en début de podcast, c'est pas forcément les 2 plus grosses cylindrées de Première Ligue, mais des équipes qui sont intéressantes et qui vont nous livrer certainement un match assez intéressant ce week-end, donc ce dimanche. Écoutez, quoi de mieux pour parler de cette rencontre, de laisser Geoffrey peut-être parler un petit peu. Déjà dans un premier temps de Brighton, on parlera un petit peu de West Ham tout à l'heure avec toi Andy. Brighton qui était une équipe un peu poil à gratter la saison dernière pour les gros. Cette année, Brighton peine. Brighton est 17e de Première Ligue et a beaucoup de mal à relever la tête malgré quelquefois quelques éclaircies. Il y a eu une victoire face à Aston Villa. C'est la seule victoire d'ailleurs de la saison, si je ne m'abuse, en Première Ligue pour Brighton. Non, il y a eu Newcastle aussi. Oui, il y a eu Newcastle. Oui, il y a eu Newcastle, mais bon, pas un bilan très glorieux. Non, c'est vrai, pas un bilan très glorieux. Faut dire aussi que tu as parlé d'équipe poil à gratter. En fait, c'en est toujours une en quelque sorte, même si ces résultats ne vont pas forcément dans son sens, évidemment. C'est vrai que le classement 17e avec 12 points et seulement 2 victoires, c'est quand même assez négatif, même si c'est une équipe de toute façon qui doit végéter entre la 10e et la 17e place, évidemment, avant la zone de relégation, pardon. En fait, c'est une équipe, finalement, qui est toujours fidèle à ses principes, et surtout les principes de son formidable entraîneur que j'adore énormément, qui est Graham Potter. Il s'appuie toujours sur cette défense à 3 de grands gaillards, avec le capitaine Lewis Dunk, avec Ben White qui est arrivé, qui a été prêté à Leeds, qui s'est affiné à Leeds et puis qui est revenu évidemment dans son club, et que Leeds avait vraiment voulu l'avoir. Ils ont, je crois, formulé 3 ou 4 offres allant jusqu'à même 25 millions de livres pour tenter de l'arracher. Finalement, Brighton n'a jamais voulu. Et le voilà évidemment propulsé titulaire dans cette équipe. Adam Webster, etc. Il y a eu aussi l'émergence de Tariq Lamptey qui était arrivé au mercato d'hiver en 2020. Donc c'est une équipe finalement qui marche bien, qui a recruté aussi intelligemment. Adam Lallana du côté de Liverpool. Après, c'est toujours compliqué avec Adam Lallana. Il est quasi toujours blessé. En fait, finalement, son physique le trahit à chaque fois. Ils ont aussi recruté Danny Welbeck. C'est une équipe qui joue bien, qui essaie de proposer du beau football. C'est pas une équipe qui va être recroquevillée dans ses derniers mètres et essayer d'avoir un but comme ça en contre, etc. Non, c'est une équipe qui essaie de proposer du jeu, mais finalement, c'est assez. On va dire que cette équipe se fait avoir, je ne vais pas dire pas par son propre jeu, mais je veux dire, forcément, il y a plus de qualité souvent en face. Et puis, quand les joueurs après ne sont pas forcément au niveau, ça donne des résultats assez négatifs, et d'où ce classement. Mais il y a quand même un petit peu, je veux dire, un petit peu eu du mieux récemment, même si les résultats ne sont pas là. Je parle au niveau du jeu. Il y a eu ces 2 matchs nuls face à 2 concurrents, on va dire, un petit peu directs, à Fulham et à domicile face à Sheffield United. Mais voilà, c'est pas suffisant quand on regarde finalement la qualité de cette équipe qui doit être quelques places forcément au-dessus et normalement assez sauvée de la relégation assez aisément.
Alors, ça peut paraître assez étonnant quand même ce classement de Brighton quand on voit les individualités. Je vais en citer quelques-unes. Ryan Matthews, on a également, tu en as parlé, Lewis Dunk, Lars Dendoncker. On a aussi Joel Veltman, on a Yves Bissouma, on a Adam Lallana qui a été champion avec Liverpool la saison dernière, même s'il a été plus placardé qu'autre chose. On a aussi Neil Maupay qu'on connaît bien en France, Danny Welbeck aussi, qui Et sont des qui a fait joueurs. énormément bien depuis son arrivée quand même. Ouais, bah oui, de ce que j'ai pu là. Donc je regarde pas forcément Brighton tous les week-ends, hein, vous comprendrez. Mais de ce que j'ai pu voir dans les highlights et puis de ce que j'ai pu lire sur lui, il apporte quelque chose en plus. Mais c'est assez étonnant quand tu vois. Je pense que l'effectif de Brighton, par exemple, a pas grand-chose à envier à des équipes qui sont beaucoup plus hautes, enfin pas beaucoup plus hautes, mais peut-être un peu plus hautes qu'elles en ce moment. Des effectifs par exemple comme Crystal Palace, Burnley. Je trouve que même Newcastle, hein, même Newcastle en soi, oui, t'as raison, t'as tout à fait raison. Je trouve que la place qu'ils ont avec la qualité d'effectifs que Brighton, que les Seagulls ont, je trouve que c'est pas représentatif du tout. Je sais pas si t'as le même avis que moi là-dessus. Ah oui, non, mais complètement. Normalement, c'est une équipe qui doit terminer entre la 10e et la 13e place, mais qui ne doit pas, on va dire, souffrir de lutter pour la relégation normalement toute l'année. C'est vrai que Neil Maupay, il y a eu aussi pas mal de polémiques sur lui et le fait que Graham Potter l'avait mis de côté pour une rencontre parce qu'il ne s'investissait pas assez puis qu'il avait une attitude un petit peu hautaine affichée à l'entraînement et c'est ça qu'avait décidé Graham Potter de le mettre de côté. Oui, il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Tu as parlé d'Yves Bissouma. Il a clairement pris une autre dimension dans cette équipe. La saison dernière, c'était plus une saison un petit peu de découverte, de se faire au championnat anglais. Il était peu utilisé, etc. Mais là, cette année, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est une pieuvre absolue au milieu. Moi, je pense que même à la fin de la saison, je le vois vraiment plus à Brighton et dans une équipe un petit peu plus huppée qui joue l'Europe en Première Ligue peut-être. Ouais, pas forcément une des grosses équipes, forcément, parce que ça freinerait aussi sa progression parce qu'il jouerait beaucoup moins. Mais je le vois bien plus dans une équipe comme Aston Villa, par exemple, ou même comme une équipe comme West Ham, on va en parler. Tu vois, c'est un joueur vraiment, absolument, il a pris une autre dimension. Et il y a pas mal de joueurs aussi comme ça qui normalement ne devraient pas être à Brighton, devraient être beaucoup plus haut. Mais c'est pour ça qu'on comprend pas trop finalement le classement de cette équipe. Ça sous-performe. Il y a des joueurs qui doivent normalement atteindre un certain niveau. Je parle surtout de Leandro Trossard, qui est absolument normalement un ailier magnifique et qui passe parfois à côté alors qu'il a un pied gauche sublime qui crée des décalages, qui fait beaucoup de différence. Donc, c'est ça, en fait, cette équipe, ce qui la plombe, c'est parfois le niveau de leurs fortes individualités qui n'est pas au rendez-vous et qui plombe forcément le jeu entraînant de cette équipe et du coup, de facto, les résultats. Alors, on va passer du côté maintenant de West Ham. Hein. Notre cher Andy va nous présenter un petit peu son équipe parce que c'est vrai que tout comme Brighton, c'est pas forcément une équipe dont on parle souvent, mais bon, ce Boxing Day va nous permettre de découvrir certaines équipes dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. Je pense notamment à Wolverhampton dont on a parlé dans un autre de nos podcasts pour le match face à Tottenham. Andy, West Ham en ce moment, c'est une équipe qui est 10e de Première Ligue, qui reste sur 2 matchs actuellement sans victoire, dont une défaite, on va en parler, face à Chelsea 3-0, et un match nul face à Palace 1 partout. Ce match face à Chelsea, est-ce que c'est assez dur? Parce qu'on a pu en parler aussi avec Chelsea France lors du podcast entre Arsenal et Chelsea. Comme quoi, bon, Chelsea n'a pas été transcendant, mais bon, méritiez peut-être un peu mieux sur cette rencontre? À la fois dur, oui, mais après, c'est complètement mérité pour Chelsea. Bien sûr. Quand vous mettez Mark Noble titulaire, que ça fait depuis le premier match, il n'avait pas été titulaire, ça change complètement le plan de jeu. Et ça s'est vu. Ça s'est vu clairement.
Noble, il est très gentil, c'est Monsieur West Ham. Ah, Mais- c'est ouais, la légende, mais c'est vrai qu'il y a Mais là, maintenant, Monsieur Noble, il faut entraîner, faut entraîner les jeunes. Il ne peut plus être titulaire. C'est plus possible. C'est une des plus grosses insatisfactions que tu as du côté de West Ham en ce début de saison, ou il y a vraiment d'autres choses qui t'énervent du côté des Hammers? Ah, ouais, Sébastien Haller aussi. Bon, il peut. Ah ouais, il t'énerve autant que ça? Il peut nous mettre une bicyclette pour Noël, peut-être pas pour là, mais bon, on voudrait bien que ça soit tout le week-end. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, j'avais de très bons échos sur Sébastien Haller. Alors, il est peut-être pas aussi performant qu'il était avec Francfort. Peut-être encore le temps pour lui de s'adapter à tout ça. Et on rappelle qu'il est encore jeune, hein, le France, enfin encore jeune, il a 26 ans quand même. Mais que bon, là cette saison, je crois qu'il est à 3 ou 4 buts, 3 buts en première ligue cette saison. Le dernier est face à Palace d'ailleurs. Forcément, on attend peut-être plus de lui en termes de rendement. Je pense que c'est ça son plus gros défaut. Au vu de la somme ouais, dépensée de West Ham pour ce joueur, c'est sûr que les fans, moi en premier, attendons mieux de lui, quoi. Geoffrey, toi, t'as un avis un peu plus poussé sur Haller ou sur West Ham en général. Est-ce que c'est une équipe qui déçoit cette saison en Première Ligue? C'est une équipe qui déçoit. Ils m'ont juste déçu le premier match où il y a eu cette défaite quand même assez fâcheuse face à Newcastle. Surtout qu'après, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les deux équipes ont eu deux dynamiques complètement différentes. C'est-à-dire que ça allait beaucoup mieux après pour West Ham et ça allait moins bien pour Newcastle. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, et ce qu'on peut critiquer évidemment beaucoup David Moyes, parce qu'il y a eu pas mal de critiques lorsqu'il avait été renommé. C'est vrai qu'il a complètement perdu son mojo depuis qu'il a pu entraîner Everton en 2013. Il restait sur 11 saisons là-bas, où il a après enchaîné les expériences à droite et à gauche. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'instauration de ce fameux 5-4-1 ou 5-2-3, on ne sait pas trop. Il est plus sur on va dire le 3 défenseurs et deux latéraux qui font en fait effet piston. Exactement. Il joue avec le milieu et la défense, et ça c'est vraiment typique West Ham maintenant. Mais dès que il faut changer le plan de jeu, voilà, exactement. Ça coince. Et là, l'absence de Arthur Masuaku, elle manque terriblement parce que ça peut pas marcher tout seul. Cresswell il peut pas, il a besoin de Masuaku pour dire de déborder et de centrer tranquillement. Et, sans lui, c'est difficile, quoi. Bah ouais, t'as eu raison parce qu'ils ont changé leur tactique face à Chelsea. Quand j'ai vu la compo, tu sais, c'était pas la compo tactique où on voit toutes les postes des joueurs. Je me suis dit, bah attends, mais ils repassent à une défense à 4, je comprends pas. Et donc après, j'ai regardé contre Chelsea, j'ai vu le West Ham de l'année dernière. Exactement, c'était ça. Alors c'est vrai que bon, la défaite, c'est vrai que c'était pas un grand Chelsea en face, mais c'est vrai que c'était un West Ham qui manquait de mordant, qui était passif, etc. Alors que quand il y avait cette défense à 3, après ce milieu un petit peu à 5, etc. Et avec justement ces fameux pistons dont tu parles, Arthur Masuaku, et puis surtout cette recrue pareil que moi je considère aussi comme l'une des meilleures, peut-être pas la meilleure, parce que peut-être que je mets Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham devant, mais une des meilleures. C'est Vladimir Koufal, que j'adore absolument. Il est absolument énorme. Je connaissais déjà du Slavia de Prague, mais évidemment, j'étais moins connaisseur sur son cas. Je l'avais juste vu en Ligue des Champions, mais il s'est tout de suite mis dans le bain de West Ham et puis de cette tactique-là pour son premier match à Leicester. Et il est absolument bluffant. Et ça marchait très bien aussi parce qu'on parlait aussi beaucoup des difficultés un peu de Pablo Fornals. Je trouvais qu'il n'avait pas le même rendement qu'à Villarreal. Alors après, évidemment, c'est un autre championnat, c'est un autre contexte, etc. Mais je trouve qu'il était un petit peu de mieux en mieux. Jarrod Bowen, évidemment, qui est un joueur exquis que j'adore, mais qui parfois peut passer à côté. Et on avait aussi ces deux joueurs-là, Declan Rice, évidemment, plus besoin vraiment de le présenter, qui est un petit peu maintenant le monsieur West Ham quand Mark Noble
titulaire et qui est d'ailleurs le vice-capitaine de cette équipe. Et puis ce joueur que j'adore, je suis à fond sur lui, c'est Thomas Souček, qui est c'est pareil, qui est un petit peu le Fellaini 2.0 de Moyes, que Moyes avait bien connu à Everton, qui est tantôt qui peut se mettre un peu derrière l'attaquant, mais qui n'est pas évidemment un numéro 10, mais qui est à peu près partout, et qui qui a un jeu aérien absolument exquis, magnifique. Et puis oui, sur le terrain, il s'est tout de suite mis aussi au diapason de la Première Ligue. Donc c'était une équipe avec cette défense à 3, cette organisation-là, qui marchait énormément. Alors certes, il n'y avait pas tout le temps des victoires, mais il y avait en tout cas du jeu et il y avait en tout cas des belles satisfactions sur le terrain et du coup aussi au niveau des résultats. Et quand Fulham repasse avec cette défense à 4 et puis une organisation différente, c'est plus difficile et moi je trouve que c'est plus un West Ham qui s'endort et qui est beaucoup plus passif. C'est exactement ça. Alors, on citait quelques joueurs, Declan Rice, Souček aussi, côté West Ham. Tes satisfactions, parce que tu as parlé d'Haller, tu as parlé de Noble, tes satisfactions côté West Ham en ce début de saison, de ton côté, Andy, c'est lesquelles? Très prometteur. Après, c'est sûr qu'on aura toujours quelques blessures qui vont gêner dans notre jeu. On va voir cette période de recrutement qui arrive. Un peu ce que Moyes. T'espères des renforts, toi? Bien sûr, mais après c'est pareil, c'est le board. On sait très bien qu'ils vont pas mettre un centime. Et puis vous avez un triumvirat absolument magnifique qui est quand même assez chaud, quoi. Donc oui, je suis un peu de ton avis. Je vois pas vraiment, hormis départ, mais je vois pas vraiment. Un buteur, au moins qu'un buteur. Oui. Antonio blessé, à l'heure, il fait pas vraiment le job qu'on lui demande. Derrière, Balbueno, il est bon, mais encore fébrile. Je voudrais bien aller chercher un Tarkowski de Burnley. Pourquoi pas? Ils y étaient dessus, cette Ouais, mais Burnley, gourmand, très gourmand. Ah oui. Après, il y a Leicester qui s'est positionné dessus aussi. Donc, Leicester qui joue l'Europe chaque année, ça va être difficile de concurrencer. N'a pas la même manne financière que vous, quoi. Ça, c'est sûr. Et non, malheureusement. Va falloir batailler pour trouver une perle rare en numéro 9. Alors, on rappelle que ce match entre West Ham et Brighton aura lieu ce dimanche à 15h15 exactement à l'Olympic Stadium de West Ham. C'est une rencontre qui peut paraître un peu similaire en termes d'enjeu. On en a parlé avec Geoffrey du Wolverhampton-Tottenham. On commence un Boxing Day et pour ma part, je pense que beaucoup de supporters le pensent et d'observateurs du foot le pensent. Quand on commence un Boxing Day, il faut toujours très bien commencer parce que justement, derrière, ça peut être très compliqué de s'en remettre parce que les matchs s'enchaînent très rapidement et pour se remettre en question, c'est compliqué. West Ham est dans une position un peu moins confortable que Brighton. Et là, je vais te reposer cette question, Geoffrey, la question à 100 000. Là, laquelle de ces deux équipes joue le plus gros? Parce que Brighton est aux portes de la zone rouge et West Ham, pour espérer quand même quelque chose cette saison, c'est-à-dire l'Europe, n'est pas si loin que ça des concurrents pour l'Europe. En termes de points, en termes mathématiques, les Hammers ne sont pas si loin que ça. Qui a le plus gros à jouer sur cette entame de Boxing Day entre les deux équipes? Est-ce que c'est les Hammers ou les Seagulls? C'est un petit peu la question, oui, c'est vrai, à 3 milliards, parce que... non, mais c'est vrai, parce que... Je suis désolé, c'est une question qu'il faut poser. Quand on regarde en plus les calendriers, donc tu as bien expliqué évidemment les enjeux des deux équipes, où finalement West Ham est 10e, et on a l'impression qu'en fait, avec cette équipe, avec la force que dégage aussi cette équipe quand elle joue avec une défense à 3, elle peut faire quand même assez du dégât. En fait, les deux équipes ont un calendrier quand même assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y aura ce match évidemment, mais West Ham ensuite va se déplacer à Southampton et va se déplacer à Everton, donc deux équipes. Très gros déplacements. Deux très gros déplacements, donc c'est là qu'aussi que j'aimerais voir un petit peu comment Moyes va un petit peu se débrouiller avec cette équipe, si il continue avec cette défense à 4 qui, pour moi, doit tout de suite abandonner, et on l'a déjà vu
à Chelsea. Et même si évidemment il n'a pas les profils adéquats, bah, c'est pas grave, au moins mettre une doublure, etc. Parce que pour moi, sa tactique, il l'a et il doit plus la changer. Et puis elle a apporté évidemment beaucoup de résultats, même si parfois ça joue moins bien, mais en tout cas c'est très solide. Et puis Brighton aussi, c'est très très compliqué parce que Brighton, en fait, pendant cette période jusqu'au 2 janvier, ils se déplacent qu'une seule fois, donc à West Ham, mais ensuite ils reçoivent Arsenal. Alors je sais qu'Arsenal est complètement dans les choux actuellement, mais ça reste toujours Arsenal et ils vont forcément aussi redresser la barre le plus vite possible. Et ils reçoivent aussi Wolverhampton, qui est aussi toujours une équipe poil à gratter, qui souffle un petit peu le chaud et le froid dans ce début de saison. Et on voit un petit peu le début de saison des Seagulls où même si ça joue bien, il n'y a pas forcément le résultat au bout. Donc, je n'ai pas envie de te faire évidemment une réponse un peu bateau et te dire forcément plus une équipe, même si pour moi les deux jouent gros. Pour moi peut-être plus Brighton parce qu'il y a quand même tout de suite la relégation et c'est une équipe qui doit tout de suite normalement se sauver et qui devrait normalement, enfin en tout cas avec le niveau de ses joueurs et puis le jeu pratiqué qui devrait beaucoup plus se placer beaucoup plus haut et pas forcément lutter jusqu'à la fin de la saison pour la relégation. Mais voilà, il y a aussi cette dynamique que West Ham a engrangée lorsque Moyes a trouvé son système, l'égalisation, enfin les 3 buts rattrapés à Tottenham, absolument improbable. Parce que pour moi, en tout cas magnifique, West Ham qui soit revenu. Pour moi, Tottenham, c'est une faute professionnelle. Quand tu gagnes 3-0 à la 81e minute, tu n'as pas le droit de te rattraper comme ça. Mais en tout cas, ça montrait aussi cet état d'esprit que West Ham n'avait rien lâché et que c'est vrai que on va dire que ce match nul là, la dernière seconde, en plus encore avec un but de magnifique de Lanzini, que j'aimerais bien qu'il revienne aussi un peu dans les plans de départ de Moyes. C'est un joueur que j'adore aussi, mais c'est vrai que parfois quand il était titulaire et qu'on l'attendait, il montrait pas non plus toute sa panoplie. Il y a cette dynamique qui s'était installée et on a envie évidemment de voir un plus grand West Ham lutter, je ne sais pas en tout cas pour les places européennes, mais en tout cas lutter pour une place dans la première partie de tableau à la 8e, 9e en tout cas. Alors, avant de parier avec BetClick dans cette fin d'émission, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au calendrier de Brighton. Et pour moi, c'est pour cela que c'est l'équipe qui a forcément le plus à perdre sur cette rencontre. Brighton, comme tu l'as dit, va jouer ensuite Arsenal et Wolverhampton. Ces deux équipes-là, Arsenal et les Wolves, vont entamer leur Boxing Day avec des gros matchs. Arsenal et les Wolves, s'ils gagnent leur premier match, vont forcément être confiants. Donc, d'où l'intérêt pour les Seagulls de bien commencer leur Boxing Day, parce que si Arsenal se relance contre Chelsea et que les Wolves font une belle opération du côté du Tottenham, de Molineux face aux Spurs, ça peut être très compliqué derrière pour les hommes de Potter. Donc ça peut être très très dangereux pour eux. Oui, c'est sûr. Peut-être que oui, je pense que c'est peut-être l'équipe qui a le plus à perdre, mais pour moi, tu vois, j'ai bien envie de voir West Ham vraiment dans cette première partie de tableau et y rester et pas forcément, je vais pas dire faire le yo-yo entre la 9e, la 13e, que ça revienne, etc. Je trouve que c'est une équipe qui peut aisément être deux places plus haut en tout cas et puis un petit peu s'y tenir. Je ne sais pas ce qu'en pense Andy par rapport à tout ça. Je sais qu'il y a énormément d'attentes sur certains joueurs et puis il a déjà développé le cas Sébastien Haller. De toute façon, Sébastien Haller joue actuellement parce que Michael Antonio évidemment est blessé. Mais voilà, on attend beaucoup plus de ce joueur-là et même d'autres profils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Andy, justement sur oui, West Ham. Tu fais bien en parler de Sébastien Haller. Il a des points à gagner. Antonio est absent. Tu es le second maintenant. Faut dire ce qu'il est. Il est le second attaquant pour Moyes. Il a des points à gagner et non, en fait, on dirait qu'ils s'en fichent. Il est sur le terrain. Je vois pas ses appels. Il reste sur la surface. C'est un petit renard des surfaces. Je vais te claquer un retourné, basta. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand il a marqué son retourné évidemment face à Crystal Palace, évidemment geste absolument magnifique, tout est réussi dans son geste.
Mais il faut pas voir Sébastien Haller juste avec ce retourné, le fait qu'il a permis à West Ham de récupérer face à Crystal Palace. Ça restait un derby londonien, même si c'est pas le derby londonien le plus excitant, on va dire. Mais je veux dire, hormis, on veut dire, sa bicyclette absolument magnifique, il lutte devant et c'est très 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 compliqué. C'est tout simplement un joueur de surface. On l'a encore vu contre Chelsea. Il a un ballon dans les 20-25 mètres. Il élimine je ne sais plus qui sur la droite. Il s'en mêle les jambes, quoi. Il a aucune vitesse. C'est ça, et c'est là que je trouve ça dommage, dans le sens où il bénéficie de la blessure d'Antonio, justement, et c'est là qu'il doit se dire, bah tiens, j'ai une opportunité, je joue parce que Antonio est blessé, et je dois tout faire pour gagner ma place de titulaire, et si Antonio revient de blessure, se retrouve sur le banc, ou en tout cas mettre le doute dans la tête de David Moyes. Et puis finalement, en fait, oui, c'est pas ça. Je le trouve emprunté, je le trouve pas juste dans ses appels. Je trouve un petit peu lourd, en tout cas, ouais, pas tranchant, même dans la surface, même au niveau de ses déplacements, appel contre appel, en tout cas. Ouais, non, il y a aucun sens. C'est ça, en fait, qui m'embête un petit peu. Puis ça met parfois ses coéquipiers, et je parle surtout les joueurs de couloir, Pablo Fornals et puis Jarrod Bowen, parfois dans l'embarras, parce que eux, je trouve qu'ils font quand même assez bien le travail sur les côtés. Mais évidemment, quand tu centres et quand on avance centre de point de fixation, il se déplace mal, c'est compliqué après. Fornals, encore 2-3 matchs, même pas 3 matchs. Début 2021, Saïd Benrahma, il prend sa place. Ouais, je pense ça, aussi. C'est clair et net. Je pense aussi, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de hype autour de Saïd Benrahma, qui est complètement logique, évidemment. Je trouve que c'était d'ailleurs un très bon club, parce qu'il y en a toujours qui disaient, mais pourquoi il a choisi West Ham, pourquoi il va pas plus haut. Déjà, il faut toujours un club on appelle ça un club de tremplin. Exactement, et puis il n'allait pas non plus, il allait pas aller à Chelsea et se retrouver sur le banc en tant que doublure. En plus, il faut rappeler que West Ham, c'est aussi un club mythique du championnat d'Angleterre. C'est pas un club comme ça qui a pas d'histoire, on va dire, dans l'élite du foot anglais. C'est un club mythique. Et puis voilà, c'est vrai qu'il faut faire les paliers un à un. Et en plus, il y a eu aussi beaucoup de critiques. Oui, mais il y a eu le recrutement de Saïd Benrahma, mais pourquoi il ne joue pas tout de suite ? Il y a eu déjà une fin de feuilleton assez compliquée. On ne savait d'ailleurs pas du tout si ça allait se faire à la fin. Après, il fallait qu'il s'intègre dans l'équipe. Fallait qu'il comprenne aussi comment fonctionne un club de Première Ligue, un club mythique de Première Ligue, la tactique, etc. Il a tout le temps, Benrahma, de rentrer complètement dans les plans de Moyes. Et puis Moyes, de toute façon, l'a dit qu'il était complètement dans ses plans. Sinon, évidemment, West Ham n'aurait pas claqué pour lui. Donc non, il rentre petit à petit. Et moi, oui, je le pense comme toi, que d'ici quelques semaines, je vois vraiment Benrahma complètement rentrer. D'ici son premier but. Dès que Benrahma va scorer, ça c'est clair et net que Fornals va sauter. Oui, c'est vrai que Fornals, pourtant je l'aime bien, ce joueur-là. J'aime bien aussi. Peut-être un peu lent sur son côté parfois, mais il revient bien défensivement, il revient bien, quoi. Oui, ça c'est sûr, et ça c'est assez appréciable. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un ailier pur. Contrairement, Benrahma, c'en est pas un ailier pur, mais en tout cas, il avait fait le travail, en tout cas, évidemment, bien plus que ça à Brentford. Il avait sa technique, ses dribbles pour lui, ses changements de dribble, etc. Et je trouve que ça va plus scier justement à cette équipe de West Ham, et d'avoir Benrahma et Bowen ensemble sur les côtés. Et bien en tout cas, on va suivre cette rencontre avec beaucoup d'attention entre West Ham et Brighton. On va passer à la dernière partie de l'émission, les paris, avec notre partenaire Betclic. Donc pour rappel, avec notre partenaire Betclic, vous pouvez bénéficier d'un premier pari remboursé à hauteur de 100 € avec notre code promo temps additionnel. Donc 100 € offerts dès votre premier pari, c'est cadeau avec notre partenaire Betclic. On vous mettra le lien pour vous inscrire directement avec notre code promo. Et cadeau de Noël aussi de la part de Betclic en marge de ce match entre West Ham et Brighton. On va vous offrir également la possibilité de gagner un free bet de 10 €. C'est gratuit, c'est cadeau. C'est notre petit présent de fin d'année pour vous remercier de votre fidélité sur cette année 2020. Donc 10 € en pariant sur cette rencontre directement sur notre Twitter. On vous donnera bien sûr les modalités du concours le jour du match. En tout cas,
on va ensemble, messieurs, parier sur cette rencontre. Alors, je vais commencer par tes paris, Andy. Tu m'as donné tes paris tout à l'heure avant l'émission, donc tu pronostiques de ton côté, au nom de West Ham France, un match nul, un partout. Ouais. Match nul, un partout, donc tu vois un score nul entre les deux équipes. Donc j'ai la cote, alors juste une petite seconde que je la trouve. Le match nul, voilà, entre les deux équipes est coté à 3,20. 3,20 West Ham Brighton. Donc pour toi, match nul, hein, c'est ça? Oui, bah, les 5 dernières confrontations de West Ham ou Brighton, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour West Ham, c'est 5 matchs sans victoire. Donc c'est clair. L'année dernière, on gagnait 2-0 à la mi-temps et après, on a fait 3-3. West Ham a arrêté de jouer à la 60e minute. C'est tout simplement Brighton, c'est la bête noire de West Ham. On n'arrive jamais à faire de score contre eux. Donc pour moi, c'est 1-1. Et tu vois 1-1, donc oui, donc ça peut être la cote chaude aussi du week-end. Cote à 5,20, donc un partout entre les deux équipes, c'est la cote proposée par Andy. Et de ton côté, toi, au niveau résultat, Geoffrey, tu vois quoi? Moi, je vois un match nul aussi, mais différent. Je vois un 2-2, mais pareil, une grosse bataille au milieu et que les deux équipes luttent jusqu'à la fin pour l'emporter, mais restent sur un 2-2, mais un gros combat physique comme à chaque fois de toute façon. Qui caractérise un petit peu ces deux équipes. Donc, je vois plus un 2-2, moi. Et ben, le 2-2, on a une cote à 11, donc un peu plus intéressante, hein, forcément, à jouer. Donc, un match un peu plus prolifique selon Geoffrey. Et dernière chose, un buteur. Donc, toi, Andy, tu m'as pronostiqué un but de Bowen, de Jarrod Bowen, 3,43. Pourquoi Bowen plus qu'un autre? J'aurais pu très bien dire à l'heure, ou Bowen, Soucek. C'est Bowen qui est sorti en premier. D'accord. Donc, ouais, non, tout simplement, le hasard. On y va. Donc, Bowen 3,43. Sinon, on a Soucek qui est à 3,95. J'hésite entre Soucek. Ouais, après, il y a Haller qui est un peu plus bas à 2,85. En espérant qu'il puisse se réveiller. Alors, moi, je mise sur un espoir de Geoffrey, il en a parlé tout à l'heure, de Lanzini, qui est à 4,55. Pourquoi pas essayer... Lanzini, il est out jusqu'à fin décembre. Ah, il est out. Ah, bon, ouais. Bon, et Antonio, il est incertain. Normalement, il a repris l'entraînement, mais c'est vraiment incertain. D'accord, donc Lanzini, ne pariez pas dessus, du coup, ne suivez pas mes conseils. Non, et sinon, toi, de ton côté, Geoffrey, quel buteur, selon toi? Alors, je vais en sortir un, évidemment, des deux côtés. Pour Brighton, je vais dire Danny Welbeck. 3,18 pour l'anglais. Parce que je trouve chaud en ce moment et je trouve qu'il revient bien après son passage difficile à Watford. Et puis, côté West Ham, du coup, Andy a dit Bowen et je vais dire Soucek, parce que je le sens bien aussi et parce que j'adore Thomas Soucek. De toute façon, on ne peut pas tester ce joueur, il est absolument merveilleux. Thomas Soucek, qui, on le rappelle, est coté à 3,95. Écoutez, les gars, merci à vous deux d'avoir participé. Merci à toi, Geoffrey, d'avoir participé à notre spécial Boxing Day et d'avoir été aussi présent sur nos podcasts du week-end. Et on espère te revoir en 2021 chez nous, bien sûr. Merci à toi également, Andy, d'être passé pour la première fois dans cette émission, en espérant de pouvoir reparler de West Ham durant cette saison et à d'autres occasions, peut-être que sur des matchs, peut-être sur l'histoire de West Ham ou ce genre de choses, hein, on verra, on refera, pardon, excusez-moi, c'est la fin de soirée, c'est pour ça. On refera appel à toi très rapidement, je pense. En tout cas, merci à vous de nous suivre et de nous avoir suivis sur cette année 2020. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous nous avez donné une très belle année 2020. En tout cas, on est hyper content que l'émission vous plaise et que ça évolue comme ça. On vous prépare de plus en plus de contenu pour l'année 2021. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Les cadeaux en fin d'année avec BetClick, ça c'est pour vous récompenser de votre fidélité et on espère vous donner en tout cas plein de raisons encore de rester avec nous jusqu'à ce qu'on en ait marre, tout simplement. En tout cas, continuez à nous suivre sur nos réseaux. N'hésitez pas aussi à aller consulter les derniers podcasts qu'on a sortis en même temps que celui-ci. On a sorti aussi 3 podcasts sur 3 autres affiches de cette première phase du Boxing Day. N'hésitez pas à aller les consulter avec notamment notre ami Geoffrey.
Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos familles. C'était Quentin Traditionnel. À 2021. Salut à tous.